Nous aimerions voir un cessez-le-feu de la part de la Russie. Et nous n'avons pas travaillé dans l'inconnu. Nous avons discuté avec l'Ukraine des terres et des morceaux de territoire qui seraient conservés et perdus, et de tous les autres éléments d'un accord final. Il y a une centrale électrique en jeu, vous savez, une très grande centrale électrique en jeu. Qui obtiendra la centrale électrique et qui obtiendra ceci et cela? Ce n'est pas un processus facile. Ludmilla, alors il y a une centrale électrique en jeu, une grande centrale électrique. Là, on sent qu'évidemment Donald Trump n'est pas à même de donner le nom de cette centrale électrique. Toutes celles et ceux qui nous regardent savent bien sûr qu'il s'agit de Zaporijia, voilà, qui se trouve dans la ville d'Ernedongar. Voilà, exactement. Donc c'est quand même assez rare que le président Trump évoque aussi concrètement, parce que d'habitude, il reste toujours très vague, évoque aussi concrètement un dossier. C'est-à-dire qu'il dit, si on écoute bien ce qu'il dit, que ces dossiers ont été donc déjà évoqués. Ludmilla, est-ce que ça vous paraît plausible lors de cette rencontre en Arabie Saoudite? Justement, parce que cette rencontre entre la délégation américaine et la délégation ukrainienne, si je ne me trompe pas, ça a duré 6 heures au moins. Oui. C'est-à-dire que c'était vraiment... ce qu'on sait, c'est quand nos représentants sont sortis de la salle, ils étaient plutôt positifs par rapport à l'appréciation de ce qui vient de se passer, qu'il y avait du concret sur la table. Et il y a des discussions très, très pointues et détaillées. C'est-à-dire que si on parle de la centrale en soi... on ne peut pas juste... Zelensky, en fait, il est revenu d'ailleurs sur ses propos. Il a dit il n'y a pas de sens de juste récupérer la centrale. Il nous faut récupérer aussi la ville à côté parce que c'est toute l'infrastructure dont on a besoin. Alors, c'est la chose qui est la plus douloureuse, en fait, je pense, pour la société ukrainienne. C'est de se dire qu'il faudra... à ce moment-là, précis, aujourd'hui, établir un cessez-le-feu où il y aura effectivement le marchandage dans quelque sorte de territoire. Sauf que la chose très importante, c'est qui était soulignée par le président Zelensky, on ne va jamais reconnaître l'occupation russe des territoires qui sont temporairement occupés par les Russes. Alors Samantha, on va justement revoir la carte de ces zones, alors avec la potentielle ligne de séparation, si on veut dire, entre ce qui est définitivement ukrainien et ce qui est encore, j'allais dire, soumis à acceptation et à conditions. En tout cas, on voit que sur ces zones qui ont été annexées, donc je rappelle, il y a Lugansk, Donetsk, Zaporijia, Kherson, et en plus la Crimée, bien sûr, c'est encore un cas à part, on va l'évoquer tout à l'heure, mais est-ce que ces zones-là sont définitivement acquises à Poutine, selon vous? Question simple. Non, elles ne sont pas définitivement acquises à Poutine. Poutine revendique l'entièreté de ces régions, donc y compris les territoires qui sont encore détenus par les Ukrainiens, parce que dans un référendum fin 2022, il a incorporé ces régions dans la Fédération de Russie. Dans la Constitution. C'est ça. Voilà. Alors qu'ils ne sont pas contrôlés entièrement. Il y a même des blagues en Russie qui disent je veux une carte de Russie, mais de quelle date? Parce qu'on ne sait pas vraiment où sont. On sait plus ce qu'il y a sur la carte. Et donc, Poutine revendique l'entièreté des territoires. Ce qu'on voit aujourd'hui, on assiste à une poussée russe dans un autre territoire, près de Soumy, qui est au nord-est de l'Ukraine. À côté de Koursk, oui. Et pas loin de la région de Koursk. Et la crainte serait que Poutine prenne ces territoires, d'autres territoires, et il va finalement, moi, je vous rendre... que Poutine prenne ces territoires, et il dit finalement, je vous rends ce que j'ai pris en plus, à condition que j'incorpore l'entièreté des régions dont je revendique l'incorporation dans la Russie. Mais rien n'est acquis. Les Ukrainiens, on ne sait pas ce qu'ils ont accepté. La centrale de Zaporijia est donc une des plus grandes sources d'électricité en Ukraine. Et en plus, c'est une centrale qui a besoin d'une certaine technicité pour sa sécurité. Et l'AIEA même n'est pas totalement confortable avec l'idée que cette centrale soit totalement contrôlée par les Russes, parce que les Ukrainiens comprennent beaucoup mieux la façon dont cette centrale doit être maintenue et sa sécurité. Oui, mais la question au fond général, c'est de savoir si aujourd'hui Poutine est prêt à lâcher une de ces régions pseudo-annexées, ou si à l'inverse Zelensky est prêt lui à en donner une ou plusieurs d'ailleurs pour arriver en effet à cette paix. Est-ce que on peut lâcher d'un côté ou de l'autre? Je n'y crois absolument pas. Donc on va rester figé là. Poutine ne lâchera aucune des régions, c'est-à-dire que ces régions, si elles ne sont pas reprises par la force un jour,
elles vont rester définitivement russes, malheureusement. Et donc, de facto, elles sont russes. De jure, c'est-à-dire en droit, elles ne le sont pas. Mais de facto, regardez ce qui se passe avec la Corée du Nord, Corée du Sud. 72 ans de guerre, de cessez-le-feu. Et puis, imaginez que ça dure 72 ans. Et ben, dans 72 ans, ces régions sont entièrement annexées, intégrées. Elles sont russes et il n'y a plus de discussion. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, si on ne les raccompagne pas avec un coup de pied aux fesses, eh bien, ces régions vont rester russes. Alors, j'entends ce que vous dites, Général. Moi, j'ai d'autres sources côté russe qui disent, et je pense que c'est très intéressant d'en discuter, que justement, Poutine pourrait faire une grande concession éventuelle et ne pas exiger que ces 4 territoires dont vous avez parlé, Guillaume, déjà annexés et inscrits dans la Constitution, soient reconnus comme tels et donc accepter que l'Ukraine, éventuellement, ça sera une concession pour les négociations de paix futures. Donc que l'Ukraine ne se retire pas, Renaud Girard, de là où elle est, puisque, on le dit, on le répète, dans ces 4 régions ne sont pas complètement contrôlées par les forces russes. Il y a des morceaux de ces 4 régions qui sont encore contrôlés par l'Ukraine. Donc l'idée, ça serait que... Des régions qui sont très protégées, comme la ville de Kherson, parce que l'armée russe n'a pas les moyens aujourd'hui de traverser... Mais est-ce que vous pensez, Renaud Girard, que ça pourrait être une concession que Vladimir Poutine pourrait faire dans des négociations à venir? Parce que, et ce qu'on me dit à Moscou, c'est que la Douma, qui fait ce que Vladimir Poutine lui dit de faire, pourrait aussi vite qu'elle a annexé ces territoires, dire qu'elle retirer ce qu'elle a dit dans le but de donner une concession pour les négociations. Mais vous pensez que, je sais que vous parlez très bien le russe et que vous avez des très bons contacts en Russie, vous pensez qu'en fait, il serait prêt, Poutine, s'il obtient autre chose, mais à revenir aux lignes du 24 février 2022 ? Non, ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Vladimir Poutine pourrait éventuellement être prêt à concéder à l'Ukraine les zones qu'il ne contrôle pas. Exactement. Oui, c'est-à-dire qu'il laisse l'Ukraine là où elle est. Et que pour lui, ça serait une énorme concession. Bien sûr que ça n'est pas du tout ce que les Ukrainiens veulent. Ouais, je pense qu'effectivement, la ligne de cessez-le-feu, parce qu'on ne parle que d'un cessez-le-feu. La paix, c'est quand on reconnaît. C'est comme moi, Français, je reconnais que Aix-la-Chapelle, c'est pas français. Mais vous êtes d'accord, Renaud Girard, que déjà pour le cessez-le-feu, on a du mal. Donc, voilà. On a du mal. Alors, le cessez-le-feu, effectivement, jamais. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens rendraient des territoires qui tiennent assez bien. Bien sûr que non, ils ne les rendront pas. Ils vont pas les rendre. Donc, la zone de cessez-le-feu va passer sur la carte que vous avez montrée. Vous avez montré que si... Donc la zone de cessez-le-feu, vous êtes en train de nous dire que ça serait éventuellement la zone actuelle de délimitation. Voilà. Sur la ligne de... Voilà, là où les forces sont... En fait, une ligne d'armistice. Voilà. Aurélien Duchesne. Il y a une chose qui crédibilise ce que vous dites comme scénario, c'est quand on regarde l'historique des régions annexées par la Russie. Si je prends le cas de Kherson, qui était évoqué par Renaud Girard, Kherson, Poutine dit dans son discours du 30 septembre 2022, où il officialise l'annexion des oblasts qu'on voit sur la carte, que Kherson est russe pour toujours. Tellement russe pour toujours qu'elle n'était plus le 11 novembre de la même année. Bon. Donc, on a déjà vu qu'il y a une gradation de la sanctuarisation des territoires annexés par la Russie. Ça veut donc dire que des territoires qui, constitutionnellement, ont été annexés par la Russie, Poutine peut très bien dire demain que finalement, il n'en reconnaît que la partie qu'il contrôle dans le scénario que vous décrivez. Alors justement, qu'en pense Volodymyr Zelensky? Alors vous allez voir que lui, il ne ferme pas complètement la porte, en effet, à des négociations territoriales. Vous entendrez que c'est pas forcément le même son de cloche de la part d'un de ses ministres. Écoutez. La question des territoires est complexe. Elle doit être discutée plus tard. Les lignes rouges doivent être annoncées immédiatement. Si les Américains et les Russes discutent de ces sujets, qu'ils le fassent. Sauf que donc le ministre des Affaires étrangères ukrainien, lui, dit qu'il y a des lignes rouges absolues et qu'on ne laissera pas 1 centimètre carré de territoire à la Russie. Écoutez. Le président Zelensky a exprimé à plusieurs reprises des choses inacceptables ou les lignes rouges. C'est-à-dire rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine, rien sur l'Europe sans l'Europe. Aucun compromis au détriment de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. L'Ukraine ne reconnaîtra jamais l'occupation des territoires temporairement saisis par la Russie.
En général, il faut savoir, on avait dit ça aussi de la Crimée, et aujourd'hui, de facto, elle est quasiment devenue russe. Alors je sais bien que d'un point de vue international, justement, il y a débat. Là, on touche à la différence entre cessez-le-feu et le traité de paix. Je pense que le traité de paix est absolument hors de portée, car personne ne voudra céder sur ses positions. En revanche, le cessez-le-feu, c'est simplement la cessation des hostilités pour une durée déterminée. Oui, mais le cessez-le-feu peut quand même donner une base à ça peut donner une base, mais un cessez-le-feu peut durer, et dans 10 ans, dans 15 ans, sans avoir reconnu les territoires occupés, on peut remettre la sauce d'un côté ou de l'autre. Donc le cessez-le-feu est vraiment très très différent du traité de paix, et je pense qu'un traité de paix n'est vraiment pas emporté actuellement ce soir. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui remonte beaucoup dans les discussions en Ukraine. On ne veut pas de Minsk 3. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est très très important, parce que Minsk c'est-à-dire expliquer en amont. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que se répète ce qui a déjà eu lieu par deux traités qu'on appelle Minsk 1 et Minsk 2, avec un cessez-le-feu qui était constamment violé. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis, je vous rappelle aussi, c'est que Donetsk, enfin la région de Lugansk d'où je viens, c'est ma ville natale. Vous venez, oui, c'est vrai, on avait oublié ça. Elle est occupée temporairement, et moi j'y crois que c'est temporairement. Par la Russie. Par la Russie depuis 2014. Avec la partie de la région de Donetsk et aussi avec la Crimée. Depuis pour cesser les hostilités et pour justement essayer d'obtenir une sorte de paix à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que l'Ukraine, elle a dû accepter les accords de Minsk avec la médiation de l'Allemagne, de la France, qui était très très importante. Et ce qui s'est passé, c'est que Poutine, elle n'a pas du tout respecté quoi que ce soit dans le terme de cesser le feu. Pourquoi elle n'a pas respecté? Parce qu'on est en 2022 et qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé d'avancer plus loin, c'est-à-dire saisir toute l'Ukraine. Il n'y a rien qui nous dit, en tant qu'Ukrainiens, que Poutine va accepter, il va respecter quoi que ce soit, qu'il signe pas, qu'il dit pas, parce qu'il peut tout à fait revenir sur ses propos, il peut dire tout ce qu'il veut et après dire qu'il n'a jamais dit ça ou ils ont changé d'avis. Les Ukrainiens. Trump dit le contraire. Trump dit que Poutine va tout respecter parce que évidemment, Trump lui a demandé. Trump, c'est sa lecture de Poutine. De toute manière, il ne cache pas sa sympathie envers Poutine. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine. Là, on parle de cessez-le-feu, on parle du fait qu'on devrait négocier sur des questions temporaires, certes temporaires, à quelles conditions? Si on a l'armée ukrainienne qui est soutenue par les Occidentaux, par nos propres capacités de production, si on a les garanties de sécurité qui sont fiables, que l'ennemi ne peut pas juste bouger de jour au lendemain et vouloir reprendre tout l'Ukraine, là, on peut parler de cessez-le-feu.